ce webinaire avec Luca Dini. Alors à savoir que pour Eloquence, c'est une première de faire un webinaire de cette sorte. Je suis ravi parce qu'on a 180 inscrits pour ce premier webinaire, ce qui montre l'intérêt du sujet. Je vais vous donner 2-3 éléments techniques avant de démarrer vraiment. Donc la première chose, si vous voulez avoir une vue plein écran, tout en bas, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de mettre Zoom to Fit en bas de la fenêtre qui vous permet d'avoir en plein écran. D'abord, j'espère que vous avez bien le son de notre voix. A priori, ça fonctionne bien. Ensuite, donc, on va dérouler le webinaire durant à peu près une demi-heure. Ensuite, il y aura des questions-réponses. Donc, ce que je vous suggère, c'est de poser vos questions dans la fenêtre chat. Nous y répondrons à la fin, en pleine voix, on va dire. Enfin, vous aurez une enquête de satisfaction, vous recevrez une enquête de satisfaction très courte après ce webinaire et je vous encourage à y répondre. Ce sera, comme nous, c'est une première, ce sera très utile d'avoir votre retour. Nous proposerons aussi de télécharger le PowerPoint qui est support de ce webinaire. Et puis, fin janvier, nous ferons un autre webinaire. En fait, nous avons décidé de prolonger cette expérience et de faire assez régulièrement des webinaires techniques sur des sujets de méthodologie ou de présentation de nos différentes offres. Voilà, donc pour avoir des informations sur nos webinaires, il suffit de vous inscrire à notre newsletter si vous ne l'avez pas encore fait sur notre site web, donc eloquent.com. Et puis vous recevrez les invitations à ce webinaire. Voilà, donc maintenant, on va démarrer directement sur la présentation. Je pense que le son est correct. Je vois qu'il y a un message qui me dit que ça grésille, mais je pense que ça vient plus du poste de la personne. Donc voilà, donc moi je suis Alain Bouveret, je me présente, je suis directeur général de la société Eloquent et l'intervention sera faite en grande partie par Luca Dini, voilà, qui est à côté de moi et qui est fondateur de la société Holmes, qui fait partie désormais d'Eloquent. Donc tout d'abord, donc le sujet aujourd'hui, c'est la partie analyse sémantique et c'est globalement tout ce qui concerne l'analyse de texte et de corpus. Alors pour démarrer notre présentation, voilà comment on va dérouler cette présentation. Tout d'abord, Eloquent met en un schéma, on va aller très vite là-dessus sur le découpage de notre offre. Pourquoi l'analyse sémantique aujourd'hui est importante? Qu'est-ce qu'une analyse sémantique? On fera une démonstration, Luca fera une démonstration détaillée d'un exemple. On parlera ensuite de la façon dont on peut mettre en œuvre une analyse sémantique, quelle est la structure de coût associée, et puis nous répondrons aux questions. Voilà, donc on va démarrer maintenant. Alors, Eloquent en un schéma. Aujourd'hui, Eloquent s'appuie sur 3 offres bien précises qui sont toutes associées à une notion de relation client. Donc, une offre qui concerne le dialogue, c'est-à-dire tout ce qui est centre de contact, multicanal, entrant, sortant. Donc, c'est les interactions que vous aurez avec vos clients. La partie écoute, qui concerne tout ce qui est feedback de vos clients, donc globalement tout ce qui est enquête de satisfaction, suivi de l'expérience client de façon générale. Et puis ce qu'on appelle la compréhension, donc qui est l'offre de Holmes Semantic Solutions, donc ce dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est sur ce pavé-là qu'on va se focaliser. Ce qui est important aujourd'hui pour Eloquent, c'est d'être en mesure de vous proposer cette offre globale et de savoir répondre finalement à tout ce qui peut concerner la relation client, c'est-à-dire le dialogue, l'écoute et une bonne compréhension de ses clients. Un dernier point qui est essentiel, c'est de savoir que nous avons aussi, depuis cette année, fait une certification ISO 27001. Il faut savoir que la digitalisation de la relation client, ça veut dire que vos clients deviennent des data. Vos clients étant des data, ils peuvent se promener très facilement et sécuriser toutes les données de nos clients est pour nous essentiel. Donc on a décidé de passer cette certification, ce qui est un effort important. Et voilà. Et donc nous sommes aujourd'hui en mesure d'être audités sur l'aspect, nous avons été audités sur l'aspect sécurisation de notre système d'information. Alors maintenant, pourquoi la sémantique aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, le nombre de canaux accessibles par vos clients, ce nombre de canaux augmente et on a de plus en plus de canaux accessibles. L'email, bien sûr, qui en général est un lien que toutes les entreprises proposent à leurs clients. Il peut y avoir aussi des FAQ, dynamique ou pas, du chat, de l'enquête en ligne, des réseaux sociaux. C'est autant d'occasions finalement pour vous d'établir des liens avec vos clients. Tous ces canaux apportent un contenu digital écrit. Alors ça, c'est aussi essentiel, c'est-à-dire que depuis l'explosion de tous ces canaux, aujourd'hui finalement,
il y a de plus en plus d'écrits. C'est-à-dire que la voix est un support évidemment toujours essentiel, mais la partie écrit augmente et donc se diffuse à travers tous ces canaux. Or, dans ce contenu, il y a une richesse très importante, puisque si je prends l'exemple des enquêtes, des enquêtes de satisfaction, en général, ce qu'on dit, c'est que la note va permettre d'avoir une mesure, le nombre d'étoiles, ou une note sur 10, ou un NPS, etc. Donc tout ça, ça va indiquer une mesure. Mais c'est dans le commentaire que je vais trouver l'explication de cette mesure. Donc l'explication se trouve généralement dans ce contenu écrit, et donc il a une vraie richesse. Alors la difficulté, c'est que aujourd'hui, alors j'ai repris des données qui viennent des petits cas, qui est un de nos partenaires et qui a fait une étude assez intéressante. Tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, tous les messages sont triés majoritairement en ordre d'arrivée et non pas en ordre d'importance. 9 entreprises sur 10 font une analyse manuelle. 29% des emails reçus par un client reçoivent une réponse de l'entreprise. Et seuls 10% des entreprises présentent une réponse homogène sur tous les canaux. Donc ça, c'est des données qui ont été prélevées, des petits cas sur son marché et sur pas mal de grandes entreprises. Et donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on a cette difficulté, à savoir qu'on a de plus en plus d'écrits, que ces écrits contiennent une richesse très importante, souvent inexploitée, et donc de fait, on a besoin de proposer un traitement centralisé pour l'ensemble de ces écrits et pouvoir apporter une réponse homogène sur les canaux et sur les clients. La notion de qualité de la réponse passe par là. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Lucas. Je vais te laisser présenter peut-être. Oui, merci. Donc, bonjour à nouveau. Merci beaucoup pour être intervenu. Je vais en peu de mots expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'analyse sémantique appliquée à la relation client, et je vais le faire non pas en proposant une description de nos systèmes parce que ça risque d'être vite un peu abstrait, mais avec un exemple. Et cet exemple part avec un ensemble de verbatim. Donc, on va prendre ces différents verbatim. Bien sûr, il s'agit d'un exemple fictif. Il faudrait en avoir plutôt 10 000 de verbatim pour voir qu'est-ce que l'analyse sémantique est capable de donner. Et il s'agit en effet de 4 grandes démarches ou type d'analyse. La première étant constituée par ce qu'on appelle clustering. Donc, vous avez vu dans l'ensemble des verbatim, il y a quelques groupes qui, d'une façon naturelle, disons, nous sommes capables de grouper. Donc, par exemple, les premiers groupes sur la récupération d'une voiture qui a été confiée à un centre de service de manutention des voitures, un deuxième groupe qui concerne les pneus et les roues, et un troisième qui concerne l'attente et la relation avec l'accueil. Or, le processus de clustering est un processus qui nous permet, qui fait en sorte que l'ordinateur automatiquement détecte ces types de groupements naturels. Donc, automatiquement, en analysant les corpus, par exemple, est capable de comprendre que le concept de jante est de même proche à celui des pneus et donc les grouper ensemble. Le clustering est très important quand on doit traiter un corpus très peuplé, très important, 10 000, 100 000 messages, et on veut avoir un aperçu de ce qu'il y a effectivement à l'intérieur de ce corpus. Et aussi une première étape qui permet au client d'établir un plan de code, un système de catégorisation qui est basé sur ses nécessités, mais aussi sur ce que les utilisateurs effectivement disent dans leur verbatim. Effectivement, la classification automatique est la
deuxième étape de l'analyse sémantique. Et on voit ici les mêmes ensembles des verbatims qui ont été en quelque sorte divisés par groupe plus petites. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, par exemple, pneus et jantes avaient été mis ensemble par le clustering, mais peut-être les clients, ils veulent les garder comme catégorie disjointe, par exemple, parce qu'il a un fournisseur de jantes qui est différent du fournisseur de pneus. On voit aussi qu'il a voulu identifier une catégorie plus spécifique, celle de l'accueil, et aussi celle des locaux, parce qu'il a ses exigences. Donc, il a utilisé à la base le clustering, mais pour aller définir après un plan de code qui est plus proche de ses nécessités. Ce que nous sommes capables de faire avec l'analyse sémantique, c'est, une fois que le plan de code a été rédigé, de classer automatiquement tous les verbatims à l'intérieur de ces plans de code établis par les clients. Il y a aussi l'extraction des concepts. Sur 10 exemples, ça ne donne pas beaucoup, mais sur des ensembles plus soutenus, comme on va voir dans les démos, elle est capable de nous donner immédiatement un aperçu de ce que l'utilisateur dise sans a priori, dans le sens que dans la catégorisation, il y a en quelque sorte un a priori. On pense que les gens doivent parler d'un certain argument. Dans le cas de l'extraction des concepts, il n'y a aucun a priori. Les systèmes adoptent un algorithme statistique qui nous permet de dire exactement de quoi il parle. Donc, si dans un ensemble de verbatims qui concerne la voiture, quelqu'un, d'un coup, il commence à parler, je sais pas, de l'Irak, ben ça ressort immédiatement, même s'il ne mettait pas sûrement une catégorie qu'on avait prévue à l'avance. Et finalement, la chose peut-être plus intéressante est l'analyse d'opinion. Donc, le système de façon complètement automatique dans l'ensemble des verbatims va comprendre celles qui sont négatifs, ici marquées en rouge, celles qui sont positives, ici marquées en vert. Et à noter qu'il ne va pas classer les verbatims comme positifs ou négatifs, mais va vraiment à identifier à l'intérieur du verbatim ou de l'email ou autre texte, la partie dans laquelle l'utilisateur exprime une opinion. Parce que c'est très important de donner de la place aux opinions et non pas dire si un verbatim globalement est positif et négatif. Grâce à l'analyse sémantique, on arrive aussi à prioritariser en quelque sorte le verbatim. Donc, par exemple, nous sommes capables d'identifier quand le client est vraiment en souffrance. Donc, une chose est dire que j'aimais ou je n'ai pas aimé. Autre chose est dire que quelque chose est inacceptable. Là, on sait qu'il s'agit d'une situation où il faut intervenir. Et encore pire, par exemple, les cas où les clients portent une vraie menace à l'entreprise, soit une menace de résiliation, mais aussi des menaces de risques juridiques, dénonciation ou faire recours à des associations de protection des consommateurs ou des choses comme ça. Voilà. Là, je passerai à illustrer un peu ces types de concepts en produisant une démo. Or, la démo... Donc, effectivement, on va passer maintenant vraiment à l'interface qui permet de voir sur l'exemple. Donc, l'exemple, je peux dire en 2 mots. Hein, oui, c'est parti sur un exemple donc on va voir ici à l'écran. Donc, comme bien sûr, on ne peut pas faire une démo avec des vraies données issues d'enquêtes, etc. La démo est faite à partir des réseaux sociaux. En particulier, ça concerne des assurances et toutes les données ont été aspirées
un site où les utilisateurs donnaient des avis à propos des assurances. D'ailleurs, c'est important de noter que ces 20 000 messages recouvrent un arc temporel assez long, pratiquement une dizaine d'années. Ça aussi, c'est important parce que notre système, quand il analyse les réseaux sociaux, est capable d'aller en arrière dans le temps, non seulement donc pour comprendre qu'est-ce que les utilisateurs disent maintenant, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, je précise juste, effectivement, ce sont des données publiques, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les données clients pour faire une démonstration, évidemment. Donc, ce sont des données publiques et l'analyse sémantique sur laquelle s'appuie Luca, et ce sont des données issues de ce blog, en fait, oui, sur l'assurance. Voilà, donc ça c'est l'interface d'exploration des corpus, parce que quand même 20 000 messages, il s'agit d'une quantité remarquable. Il faut disposer d'un outil qui nous permet de comprendre tout de suite ou le plus vite possible de quoi les personnes parlent. L'interface est très dynamique au sens qu'avec chaque sélection, les graphiques, ils se mettent automatiquement à jour. Donc, ça me permet d'avoir à tout moment où je sélectionne quelque chose, soit sur l'axe temporel, soit à niveau métadonnées, soit au niveau des données sémantiques, d'avoir un aperçu d'un ensemble de verbatim. Là, par exemple, avec 3 clics, j'ai sélectionné que 5 verbatim. Donc, à ce moment-là, je peux aussi passer à un type d'analyse plus qualitatif. Donc, ce type de sélection est valable pour les données structurées, telles que celles que je viens de montrer, mais aussi pour les données sémantiques. Et la première catégorie de données sémantiques que je vais montrer dans cette démo sont les nuages de concepts. Les nuages de concepts, là, sont les concepts qui ressortent du corpus dans son ensemble. Bien sûr, si je change typologie, par exemple, si je prends en considération uniquement les messages qui concernent la mutuelle santé, immédiatement, les nuages de mots me montrent quels sont les soucis principaux, les concepts qui sont en manière majoritaire en relation avec, dans ce cas, l'assurance santé. De la même façon, si je sélectionne plutôt l'assurance moto, voilà, alors mon nuage évidemment change, moto est au centre, et je peux utiliser cette nuage pour explorer ultérieurement les corpus. Par exemple, je peux sélectionner les concepts des véhicules et immédiatement j'ai tous les mots qui sont autour du véhicule. Une chose qui tout de même est, disons, plus important, en plus de comprendre de quoi les gens ils parlent, de comment ils parlent de certains concepts, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'ils en pensent en termes d'opinion. Et pour faire cela, on passe à notre onglet qui nous permet effectivement d'inspectionner, de regarder dans les opinions qui ont été exprimées par l'utilisateur. Ici, on va se concentrer pour l'instant uniquement sur les opinions positives et négatives. Donc, on voit que, par exemple, dans ce corpus, il y a un plus grand nombre d'opinions positives, même s'ils sont, disons, comparables. Grâce à l'analyse sémantique des opinions, on arrive non seulement à dire s'il y a une majorité de positifs ou négatifs, mais aussi à caractériser les mots
qui ont été utilisés pour exprimer une certaine opinion et aussi sur quoi elle porte l'opinion. Donc ici, par exemple, on sait qu'il y a des opinions, bien sûr, sur l'assurance, mais aussi sur l'assureur, sur les prix, sur les services, sur les tarifs, etc. Après, on peut comme tout à l'heure, conduire notre exploration, par exemple, passer à celles qui sont les sentiments négatifs, voir quel est le problème plus gros concernant les sentiments négatifs. Dans le cas des assurances, c'est les prix, au moins comme il ressort de cette analyse, et après on peut aller ultérieurement dans les détails, par exemple, voir ce qu'il est considéré cher. Donc en ce moment, on a sélectionné plus que 1700 messages. On peut voir comme il se partitionne les assurances ou les types d'assurance par rapport à celles qui sont considérées chères, et on peut voir immédiatement que par rapport, par exemple, au corpus en général, il y a effectivement des répartitions qui sont très différentes. L'autre typologie d'opinion, et là c'est plutôt d'émotions qu'on met en évidence, sont celles plus spécifiquement liées à la relation cliente. Donc non seulement positif, négatif, mais des choses qui peuvent être vraiment importantes à détecter et pour la priorisation des réponses, et sont telles que les clients en souffrance, disons, qui est très enragé, c'est lui qui menace de partir chez la concurrence, et aussi c'est lui qui menace de faire appel en justice. Donc, par exemple, on voit que si on sélectionne les clients qui est vraiment en souffrance, qui est vraiment plutôt fâché, on voit immédiatement les mots qu'ils utilisent. Effectivement, il s'agit là des mots très très forts par rapport au service qu'il a reçu. Et en bas, on voit le verbatim associé. Et en bas, on voit toujours le verbatim associé. Merci Alain, c'est très important de dire. On veut que nos clients aient toujours la perception de ce qu'il arrive effectivement dans les textes et non pas seulement un ensemble de diagrammes ou de graphiques. Autre type de relation client-typique qui est souvent très important est celle qui concerne, par exemple, les risques de résiliation. Et effectivement, notre application a une capacité d'identifier ce risque avec une valeur proche de 90%. Donc, c'est très, très important. Après, l'application a une très grande flexibilité. Donc, on peut montrer, par exemple, des séries temporelles. Là, on voit l'évolution, par exemple, des sentiments positifs et négatifs par rapport soit en valeur absolue, soit en valeur pourcentage à partir de 2009. Et l'interface est toujours très dynamique dans ce cas aussi, et c'est par exemple, on sélectionne massif, on a les mêmes graphes, mais avec uniquement les clients qui parlent de la massif, ce qui nous permet bien de voir des évolutions spécifiques. Et finalement, comme dans ces contextes, on fait souvent des comparaisons, surtout si on
si on a des données issues des réseaux sociaux, les systèmes met aussi à disposition la possibilité d'effectuer des comparaisons. Par exemple, là, nous avons 4 assurances qui ont été mis en comparaison et si par exemple on voit que sont tous à peu près égales comme distribution des sentiments, si on sélectionne par exemple en certaines périodes et donc la dernière période et par exemple un type spécifique d'assurance qui est celle de la santé, nous voyons bien que les pourcentages changent beaucoup. Par exemple, la première assurance maintenant a bien les 67% des sentiments positifs, lorsque sur la totalité du corpus, elle était plutôt autour des 35, un peu comme tous les autres. Voilà. Après, les possibilités sont vraiment beaucoup. Il y a la recherche en texte libre, etc. Mais je m'arrête ici pour permettre à Alain de faire une conclusion et surtout pour répondre à des questions. Voilà. Alors merci Luca. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a mis à peu près un peu moins de 20 minutes pour vous montrer globalement l'analyse sémantique sur la relation client. Donc c'est vrai que c'est extrêmement rapide. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est à la fois donc ces grands concepts, cette notion de clusterisation, cette notion de faire ressortir les concepts de sentiments positifs, négatifs et aussi ce qui est effectivement très important, tout ce qui est, on va dire, ce qu'on appelle les clients en vrille, qui sont des clients qui ont un risque, qui présentent un risque pour l'entreprise. On est capable de détecter ça. Là encore une fois, on est parti de données publiques, mais il faut s'imaginer qu'évidemment, les données sources peuvent être issues, bien sûr, de vos enquêtes ou de vos mails, etc. Et disons globalement d'un corpus qui peut être très large. Autre point aussi qu'on a vu à travers l'interface, c'est le fait qu'évidemment, avec ces données, je parle là notamment par exemple des données d'enquête, c'est que j'ai des métadonnées associées qui peuvent être par exemple la note que la personne a mise, si j'ai des données embarquées avec le questionnaire, son profil de client, etc., qui sont autant de données qui vont rentrer dans l'analyse pour pouvoir faire des filtres, comme l'a montré Luca, de façon dynamique. Voilà, donc il faut imaginer tout ça par rapport à votre environnement à vous, mais encore une fois, là on est parti sur une démonstration qu'on soit capable de faire en 20 minutes. Je vais revenir tout simplement sur la partie, sur la présentation elle-même. Donc, un point essentiel maintenant, c'est de parler de comment ça se passe. Donc, il faut savoir que lorsque nous, on s'est rapproché de Luca, on a eu la chance de travailler ensemble sur un gros projet que nous avait soumis le ministère de l'Éducation nationale. Et moi, côté éloquent, ça fait pas mal de temps qu'on regardait tous les outils d'analyse sémantique. On va dire grâce à ce cas un peu cas d'école, on va dire, c'est le cas de le dire, d'ailleurs, que le ministère de l'Éducation nationale nous a mis dans les mains. J'ai pu éprouver la qualité de l'analyse sémantique de Luca, et surtout, parce que ça c'était un point pour moi, c'était un point de difficulté avec l'analyse sémantique en général, la capacité de mettre en place une solution très rapidement et avec un setup, et un coût de setup notamment très réduit par rapport à un corpus donné, puisque ça c'est souvent un des points faibles des outils d'analyse sémantique, c'est-à-dire que la mise en place de la grammaire initiale et le setup global est quelque chose qui coûte cher et qui peut rebuter pas mal de projets. On l'avait expérimenté auparavant. Là, dans le cadre de ce qu'on a pu faire avec Luca et de ce qu'on a vu, c'est la capacité de mettre en place très vite une solution chez nos clients. Alors, globalement, on est sur un projet qui va se dérouler toujours de cette façon-là. Il y a une partie initialisation du projet, une partie analyse où on va approfondir, et puis la livraison et la mise en production. Alors, si je détaille un peu plus, donc pour faire une initialisation, on a besoin d'avoir un corpus représentatif du sujet qu'on veut traiter. Donc, entre 5 et 10 000 verbatim nous permettent de démarrer. On extrait les concepts avec leurs caractères, etc. On voit exactement ce qu'a montré Luca tout à l'heure. Donc, je ne vais pas redétailler plus. Dans la partie analyse, donc là, c'est plus un travail. Ce qui est important, c'est que dans l'équipe de Luca, sont des gens qui sont vraiment, qui sont très très proches de la recherche linguistique. Et donc, on va vraiment apporter une expertise avec nos clients, puisqu'on va faire donc des réunions d'échange et une finalisation des catégorisations retenues. Donc, on parle dans le cadre de la relation client, bien ça. On va adapter les grammaires suite aux différentes remarques clients, et c'est là où
Moi, j'ai pu apprécier la capacité de Holmes à être extrêmement rapide sur cette phase-là et efficace. Donc, relativement peu coûteux par rapport à d'autres solutions en termes de setup. Et puis, donc, on va commencer à classer les réponses selon les thématiques dégagées. On va valider ça avec notre client. Et puis, on passe dans une mode livraison, c'est-à-dire qu'on va paramétrer l'alimentation de l'interface que vous avez, on va dire, entrevue qu'a montré Luca auparavant. On va mettre en place tout ce qui est data view. Alors ça, on l'a pas vu parce que on voulait quand même insister plutôt sur la façon dont est présentée l'analyse sémantique, mais il est évident que l'interface que vous avez vue tout à l'heure, qui permet d'explorer vraiment de façon très, très profonde les corpus, elle va servir à certains types d'utilisateurs dans l'entreprise, mais on va aussi remonter les catégories directement dans notre portail qu'on appelle DataView, comme des catégories directement opérationnelles pour les équipes. C'est-à-dire que on a vu tout à l'heure, par exemple, un schéma d'évolution. Par exemple, sur un point de vente, je verrai l'évolution des commentaires positifs, négatifs sur mon point de vente. Si je suis responsable du point de vente, on va me donner une certaine liberté pour aller éventuellement aller un peu plus loin dans les verbatims, mais je ne vais pas pouvoir remodifier tous les tableaux de bord. On va me livrer un tableau de bord prédéfini. Donc ça, c'est la partie DataView. Et puis, tout ce qui est flux pour automatiser les process. Donc voilà. Et donc là, on lance les choses. À savoir que pour mettre ça en place, on va dire c'est quelque chose qui se chiffre en quelques semaines. On n'est pas sur des mois, on est vraiment sur quelques semaines. De façon générale, notre structure de coût, telle qu'on la propose, donc c'est assez simple. Il y a 3 postes. Un poste de setup qui va couvrir la partie mise en œuvre. Point important, c'est un forfait unique, c'est-à-dire on s'engage sur un coût initial et il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire que le client, une fois qu'on a défini son périmètre, le coût de setup nous engage et il n'y a pas c'est une obligation de résultat de notre part et donc on fournit un setup complet. Ensuite, il y a la partie licence logicielle proprement dite. Et puis, ce qu'on propose en parallèle et qui est très, très important, c'est la notion d'avoir un suivi du corpus, c'est-à-dire que les équipes de Luca suivent directement le corpus de façon à détecter notamment ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire par exemple des catégories qui pourraient commencer à apparaître ou des sujets qui commencent à apparaître. Et ensuite, donc, il y a des échanges avec notre client pour valider si on met en place ou pas cette nouvelle apparition comme une nouvelle catégorie. Donc, il y a vraiment cette phase-là. Donc, dans notre structure de coût, ce qu'on proposera, cette phase de setup, la licence et le suivi de corpus. Ensuite, on a d'autres services possibles. D'abord, en général, assez souvent, le client, avant de démarrer, nous demande un POC, un Proof of Concept. Donc, c'est une proposition qu'on fait sur un ensemble de verbatims. Donc, modulo un coût assez restreint, on propose un premier exemple d'analyse de ce qui nous est soumis. Et donc, ce coût peut être déduit ensuite du setup proprement dit, puisqu'on aura fait déjà un travail initial pour montrer l'intérêt de l'outil. Donc ça, c'est plutôt en avance de la réalisation et de la mise en œuvre. Et puis ensuite, donc, il y a toute la phase, il y a une phase de formation, mais qui est assez rapide, puisque vous avez vu, l'outil est assez simple à utiliser. Donc, c'est plutôt une formation aussi sur on va dire un accompagnement plutôt qu'une formation sur l'utilisation. Un autre type de service qu'on peut proposer, puisqu'on a aussi parfois des clients qui nous ont demandé une analyse unique, c'est-à-dire une enquête qui n'est faite qu'une seule fois. C'est ce qu'on a fait notamment pour le ministère. On avait un très très gros volume de verbatim issu d'une enquête auprès de l'ensemble du corps professoral. Et donc là, c'était une enquête qui était produite une fois. Donc on a fait une analyse unique avec un rapport et un travail qui a été fait avec le client. Et puis les rapports approfondis. Il faut savoir que chez Eloquent, donc côté de l'équipe de Luca, on a des linguistes. Côté Eloquent, on a aussi des gens qui sont des chargés d'études, qui viennent, donc sont des gens aptes à faire des rapports approfondis, des rapports d'analyse. On va croiser à la fois des éléments statistiques et des éléments issus de l'analyse sémantique. Donc, pour faire un rapport qui va être commenté, qui va permettre de présenter l'ensemble des informations au client. Voilà, donc globalement, c'est quelque chose d'assez simple. Je n'ai pas mis d'idée de coût ici, mais là, je vous laisse nous contacter le cas échéant pour qu'on vous donne plus de détails en termes de prix. Mais à savoir que la proposition, encore une fois, elle se caractérise par on va dire notre engagement sur le montant et sur la capacité à mettre ça en œuvre rapidement. Voilà. Donc, je vais vous laisser maintenant. On va répondre aux différentes questions qui ont pu nous être posées durant le webinaire. Donc voilà. Donc on a des questions qui nous proposent. Alors, les méthodes statistiques utilisées dans la solution. Les méthodes statistiques, elles sont, je dirais, plusieurs.
selon la typologie d'analyse traitée. Donc, on utilise du support vector machine pour la classification, des topic models avec la latent direct allocation pour le clustering. Nous utilisons également du deep learning, donc des neural networks pour différentes tâches. Par contre, pour ce qui est analyse des opinions, les méthodes ne sont pas statistiques. Au sens, nous sommes convaincus que dans un domaine aussi nuancé comme celui d'un humain qui exprime une opinion, il faut vraiment qu'il y ait des grammaires qui amènent à l'extraction d'opinion. Donc, typiquement, il s'agit là des grammaires du type des dépendances, sur lesquelles on applique des règles de transformation des graphes qui à la fin génèrent des résultats qui sont très précis. Ok, alors ça c'est une question, donc c'est une méthode statistique. On a une deuxième question qui nous demande si la démo est compatible avec SFDC, donc je pense qu'il s'agit de Salesforce, SFDC. Oui, en général, on a été confronté dans notre histoire à tout type d'import et d'export. Donc, tant des systèmes de gestion des ventes, tant des plateformes de BI ou des systèmes de reporting internes. Donc, elle est tout à fait compatible. Alors, à savoir que chez Eloquent, on a effectivement des liens souvent avec des systèmes de CRM, puisque nous, on est tout à fait complémentaires aux outils classiques de CRM. Et très souvent, nos outils sont amenés à communiquer, à échanger. Donc, soit des travaux issus, par exemple, de l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on va enrichir éventuellement des champs du CRM, ou bien tout simplement, on va puiser des données issues du CRM pour faire une analyse sémantique et un rapport à partir de ces données. Voilà, donc alors je crois qu'il y avait quelques autres questions. Alors à partir de quel nombre de verbatim l'outil d'automatisation se justifie-t-il économiquement? Alors il y a des discours, tout dépend tout dépend du type d'analyse qu'on veut porter. Et en général, bien sûr, si on a 100 verbatim par mois, c'est pas la peine parce qu'on va plutôt faire de l'analyse qualitative manuelle. Et je dirais qu'à partir des 500 000 verbatim par mois, ça devient sûrement économiquement intéressant. À noter qu'il peut aussi avoir moins de verbatim par mois, par exemple, le fameux 100 verbatim par mois, mais à un certain moment, on peut avoir la nécessité de faire une analyse globale, par exemple sur les dernières années. Et à ce moment-là, c'est plus 100 verbatim, mais sont plutôt 1200, 2400. Et là, ça devient très utile d'avoir une analyse de ce type-là. Ok, on a une autre question d'Olivier L. Est-ce que l'outil ONS est directement interfacé avec la plateforme EFM? Alors oui, donc là j'ai pas pu le montrer. J'ai pas pu, c'est de ma faute. J'ai pas pris le temps de vous montrer une interface. À savoir qu'aujourd'hui ONS récupère directement des données issues d'interviews. Donc lorsqu'on envoie un questionnaire avec interview, qui est notre plateforme d'enquête en ligne, je vais directement alimenter l'ensemble ONS. En termes de contenu, donc c'est du flux direct en temps réel. Et puis ensuite, donc les données issues de ONS vont à la fois être visibles dans Sentiminer, qui est l'interface d'exploitation qu'on a vue, et redirigées aussi également vers notre plateforme DataView. Donc il y a vraiment une intégration entre les applications ONS et EFM aujourd'hui. Voilà. Alors sur le ROI, je vois aussi une question, quel type de ROI vos clients ont pu obtenir de l'utilisation de la solution HOLMES? Alors ça, le ROI, c'est toujours une question intéressante. Oui. C'est très intéressant parce que
Ça dépend quel est l'objectif. Si l'objectif est économiser des coûts ou si l'objectif est éviter des dépenses. Voilà, plutôt mieux suivre les clients, au sens que bon, pour ce qui est économisation, disons optimisation des coûts. Ça dépend toujours, par exemple, des types de figures qui va substituer. En général, on calcule que ça fait plus ou moins 30-40% au moins de réduction des coûts. Mais c'est pas ça la chose importante. La chose importante, c'est qu'il permet un suivi du client vraiment très attentif. Donc, les return of investment doivent être calculés sur une plus grande satisfaction du client. Voilà, moi alors j'ai fait un travail là-dessus sur l'insatisfaction client et on va dire le coût de non-traitement d'une insatisfaction client. Je pense que ce sera l'occasion d'ailleurs d'un prochain webinaire parce qu'on a travaillé là-dessus. C'est assez simple. Hein. Combien ça me coûte aujourd'hui de perdre un client? Combien ça me coûte d'en gagner un? Combien ça me coûte en chiffre d'affaires, tout simplement, et combien me coûte l'application. Ça se calcule assez simplement et c'est vraiment très efficace. Et voilà, moi j'ai fait une petite méthode là-dessus qui permet tout simplement de dire au client, regardons combien vous coûte la perte d'un client, un client insatisfait. Il faut savoir qu'un client insatisfait, lorsqu'on le traite de façon très rapide, d'abord ça évite que son insatisfaction enfle et s'exprime éventuellement sur des canaux que l'entreprise ne maîtrise plus, et d'autre part, ça permet surtout en général dans pas mal de cas, de récupérer ce client, voire de le transformer en promoteur. Donc c'est vrai que l'intérêt de l'analyse sémantique dans ce cadre-là, c'est de détecter au plus tôt et au mieux des clients insatisfaits, de mieux comprendre l'insatisfaction et de mieux la traiter. L'intérêt aussi de relier ça à Eloquent, c'est à notre plateforme de centre de contact, puisque on peut dès lors imaginer qu'un client, des clients insatisfaits qui expriment comme on a dit tout à l'heure, une certaine rage, comme le disait Lucas, je peux directement lancer une campagne d'appel auprès de ces clients-là avec notre centre de contact. Voilà. Donc ensuite, je crois qu'il y a... en tout cas, le ROI est un point intéressant et moi je pense qu'on pourra faire un webinaire sur le sujet de façon générale. Alors, quelle langue traite aujourd'hui c'est une question qu'on a eue de Stan. Ouais. Alors, aujourd'hui, on traite le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemande. D'autres langues sont disponibles avec une précision un peu moins forte que dans les 5 langues que je viens de dire, dénommées par rapport à l'extraction des opinions. À savoir que nous, lorsqu'on a des demandes de clients sur de nouvelles langues, effectivement, donc là, on propose un coût pour intégrer la langue, c'est-à-dire qu'on fait travailler, dans ce cas-là, effectivement, des linguistes supplémentaires pour intégrer des grammaires. Effectivement, on suit disait Lucas, c'est-à-dire que sur la partie finesse, notamment sur les opinions, je crois, positif, négatif, c'est effectivement, si on a du chinois ou des langues qui sont... ça demandera un peu plus de temps pour arriver à ça. Mais en tout cas, on a une capacité de traiter pas mal de langues désormais. Je crois qu'il y avait une autre question sur les modèles commerciaux. Alors, les modèles commerciaux qu'on propose, donc je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, donc le modèle commercial, c'est un mode ASP, donc c'est un abonnement en fait, à la licence. Ensuite, on a le prix de la licence va dépendre du nombre de verbatim traités dans le mois. Et puis c'est à peu près tout, c'est-à-dire qu'en fait, l'unité, c'est le nombre de verbatim, donc il y a on va dire aujourd'hui, il y a trois seuils qui permettent de définir le nombre de verbatim par mois et un coût de licence. Et puis ensuite, le cas échéant, si on dépasse ce volume, il y a un coût unitaire du verbatim. Mais on est vraiment sur des coûts assez restreints par rapport à ce qu'on peut imaginer si on devait les traiter à la main. Voilà. Il y a une deuxième partie de cette question qui dit est-ce que vous prenez des engagements sur le résultat? La réponse est oui. Sachant que quand on rentre dans le domaine de l'analyse sémantique, les 100% corrects n'existent pas non plus. Ce sont les humaines qui font l'analyse. Parce que par exemple, dans les tâches de catégorisation, il y a normalement un non-accord entre des humaines du 20%. À
approximativement. Donc, on peut demander à un système de faire aussi bien, ou presque aussi bien qu'un humain, mais ça ne sera jamais les 100% de précision. Alors moi juste sur ce point-là, c'est-à-dire sur les résultats, encore une fois, on a pu nous expérimenter la solution par rapport à d'autres solutions avec lesquelles on avait travaillé auparavant. Et très honnêtement, voilà, c'est pour moi les résultats qu'on arrive à apporter à nos clients aujourd'hui sont d'une extrême qualité. Et on arrive vraiment à proposer une solution, encore une fois, avec une grammaire rapidement mise en œuvre. Il y a une autre question de Stan aussi. Est-ce que le NPS donc le NPS c'est le Net Promoter Score, le CES, le Customer Effort Score, je précise pour les personnes qui ne connaîtraient pas, sont-elles des données que nous exploitons dans la solution Holtz? Alors oui, évidemment, c'est-à-dire que le NPS typiquement ou le CES sont des principes d'enquête où je pose une question soit de recommandation ou d'effort, et donc j'ai une note et derrière j'ai une explication. Et il faut absolument analyser l'explication pour mieux comprendre la note. Donc évidemment, je dirais que typiquement le NPS et le CES sont nos cibles privilégiées. À partir du moment où vous avez des volumes importants de type CES ou NPS, être capable d'analyser ça en termes d'analyse sémantique est impératif pour moi. Donc évidemment, ça fait typiquement partie de nos offres pour proposer ça. Voilà, donc je pense que s'il y a d'autres questions, bien sûr, il faut revenir vers nous. On va vous proposer de toute façon à travers la petite enquête que vous allez recevoir, de nous poser des questions complémentaires ou, si vous souhaitez qu'on vous rencontre, pour qu'on aille plus au-delà en termes de présentation. Encore une fois, l'exercice, c'est de présenter l'ensemble de tout ça en 40-45 minutes, ce qu'on a à peu près tenu, je pense. Voilà, alors en tout cas, je souhaitais remercier à la fois évidemment toutes les personnes présentes dans ce webinaire. Encore une fois, je suis vraiment ravi du nombre de personnes qui se sont présentées pour ce webinaire et l'intérêt que suscite le sujet. Je remercie Luca aussi qui a fait une très bonne présentation avec un temps imparti très court. Et puis je vous invite encore une fois à nous rejoindre pour de prochaines présentations qui seront faites, la prochaine étant probablement fin janvier, avec des sujets qui sont essentiellement, on va dire, assez pratiques. Le but étant de creuser tout ce qui permet de faire la relation client aujourd'hui et la relation digitale de nos clients. Voilà, merci à toutes, merci à tous, et puis j'espère à très bientôt et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et j'espère qu'on se verra entre guillemets à travers l'écran via un prochain webinaire. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.